Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amalricus 2, le chemin des enfers. Épisode 11. Rouac s'était tu. Ce n'était pas la première fois que le loup stoppait net son récit et toisait Paul de son regard profond et inquisiteur. À chaque fois, l'Odesse se sentait mal à l'aise, comme si des milliers de feux venaient brûler son esprit. Quand le silence durait trop longtemps, cette désagréable sensation se transformait en douleur. Cela devait se lire sur le visage de Paul, car aussitôt, Rouac reprenait le cours de son récit. Il me fallut plusieurs saisons pour appréhender le départ de l'auteur. Cela m'avait fait l'effet d'un assommoir et j'étais demeuré KO, sans vraiment comprendre. Comme lorsque quelqu'un meurt et que pourtant l'on s'attend toujours à le revoir. Et puis, je suis venu à refuser la fatalité. J'ai décidé de le retrouver, de renouer et oser lui dire les mots qui m'avaient fait défaut. J'ai lancé la meute dans une quête folle. J'étais persuadé qu'il avait trouvé refuge auprès des siens. Ce fut dramatique. Dès les premiers villages d'hommes que nous avions croisés, nous avons été victimes de traques en règle. Il nous était impossible de nous approcher des habitations, et à chaque nouvelle rencontre, plusieurs d'entre nous succombaient. Très vite, je ne me suis plus senti le droit de sacrifier les miens. Je comprenais que sans doute ma première impression sur les hommes avait été la bonne. Mais il n'était pas question pour moi de renoncer à ma quête. Aussi décidai-je de quitter la meute et de la laisser repartir dans le nord, tandis que je poursuivais vers le sud. Seule, ma progression a été de suite plus facile, mais plus dangereuse aussi. Je ne pouvais compter sur personne désormais pour affronter mes adversaires. Soudain, Rouac sembla prendre conscience de quelque chose, et c'est sur le ton de la découverte qu'il poursuivit. Vous savez, lorsque le temps est sans importance, on est amené à le gaspiller. Combien de choses aurais-je pu faire pendant toutes ces lunes où j'ai cherché l'auteur? Combien des miens aurais-je pu aider? Je n'aime pas le goût du regret, même si je m'en accommode. Pourtant, je n'ai jamais désespéré. Un matin, c'était au début de la saison chaude, je suis arrivé près d'un cours d'eau. La nature était ici plus accueillante que dans les régions du nord d'où je venais. Il faisait bon et les nuits étaient douces, le gibier abondait. Il était donc facile de chasser et d'immenses forêts me permettaient de me cacher facilement en cas de danger. J'avais donc toutes les raisons de me sentir à l'aise. Pourtant, depuis quelques jours, je devinais une étrange présence non loin de moi. Chaque matin, il me semblait m'en approcher et cela m'inquiétait. C'est donc avec moult précautions que j'allais près de la rivière pour m'y désaltérer. Je venais à peine de plonger la gueule dans l'eau qu'un bruit derrière moi me fit sursauter. Il y avait là une petite fille blonde, 4 hivers, peut-être 5 tout au plus, à moitié nue, qui m'observait avec une sérénité qui m'étonna. J'étais plus habitué à ce que les humains me chassent ou me fuient. Il était peu probable qu'elle fût seule, et l'idée de voir arriver des adultes moins curieux et plus agressifs ne m'enchantait guère. Aussi, décidai-je d'effrayer la demoiselle. Je lui fis face et grognai méchamment, mais elle demeurait stoïque, ni amusée, ni effrayée. Décidant d'aller plus loin, je bondis vers elle. La fillette leva juste la main droite dans ma direction, la paume face à moi. Je ressentis un violent coup sur le museau et m'écroulai au sol. Juste avant de perdre connaissance, je réalisai que seule une grande maîtrise du hack permettait un tel exploit. À mon réveil, je ne ressentais qu'une douleur morale. Seul mon orgueil était blessé. Tout autour de moi se tenait une quinzaine de personnes qui m'observaient avec la même sérénité que la petite fille. L'étrange présence que je ressentais déjà depuis quelques jours atteignit désormais son paroxysme. Ils parlaient entre eux, comme moi je grogne, et je ne comprenais rien. Et puis, une pensée m'arriva. Quelqu'un s'adressait à moi par l'esprit. Je me retournai, et je vis l'auteur, là, parmi les autres. Les immeubles de l'université étaient dans le plus pur style des années 1970.
fait rapidement, sans goût réel, ou du moins avec un goût périmé. Il n'y avait pas que leur esthétique qui avait mal accepté le passage du temps. Les murs étaient gris, un gris sale et aucunement naturel. David Nief ne s'arrêta pas à ces considérations. Il côtoyait souvent ce type d'établissement et n'attachait pas la moindre importance à leur aspect extérieur. Son esprit était plongé dans d'autres préoccupations. Il traversa le couloir principal, hésita à une bifurcation, demanda un conseil à une étudiante charmante, mais pressée qui passait par là. Il gravit un escalier, traversa un second couloir aveugle dans lequel il faisait tristement sombre et arriva à proximité d'un ensemble de bureaux. Il prit le temps de lire les noms sur les portes avant de frapper à celui qui se trouvait le plus au fond. « Entrez !» hurla une voix d'homme remodelée par une consommation excessive de tabac. Nief poussa la porte et glissa timidement la tête dans le bureau. « Professeur Auréade ?» Un homme d'une cinquantaine d'années bien entamé, visage rieur mais caché par une barbe impressionnante et déjà grisonnante, dévisagea le nouveau venu. « C'est bien moi !» fit-il après quelques secondes de silence, pendant lesquelles il avait lui-même semblé hésiter sur son identité. Nief prit de l'assurance et entra dans le bureau en tendant la main. « Je suis le professeur Nief, nous nous sommes parlé au téléphone. »« Ah oui, exact. Installez-vous, je vous en prie. » Le bureau n'était pas très spacieux et envahi par un nombre impressionnant de papiers en tout genre. Nief prit place sur une chaise décrépite, largement aussi ancienne que le bâtiment lui-même. Auréade s'assit dans son fauteuil de cuir, s'y cala confortablement. « Eh bien, cher collègue, dit-il alors, je dois vous avouer que je ne suis pas certain d'avoir bien compris ce que vous me vouliez. »« Pourtant, répondit Nief, sur un ton presque ironique, je pensais que j'avais été assez clair lors de notre dernière conversation. Je souhaiterais vous associer à un chantier que je vais entreprendre cet été dans l'Est, un site moyenâgeux. Cela j'ai bien compris. Ce qui m'échappe en revanche, c'est ce que je pourrais y faire. Voyez, vous, ma spécialité, ce n'est pas vraiment le Moyen-Âge occidental. Je le sais bien, votre spécialité, c'est les peuples indo-européens, et en particulier les peuples scythes. Et j'ai d'ailleurs lu plusieurs de vos ouvrages sur le sujet. Une bouffée d'orgueil traversa le regard de Riyad, qui prit encore plus de place dans son fauteuil et ne put cacher le sourire qui s'afficha sur son visage, révélant toute sa satisfaction face à cette notoriété. Mais justement, enchaîna Nief, j'ai quelque chose qui concerne directement votre champ d'investigation. Il sortit d'une pochette qu'il avait emmenée avec lui plusieurs photos qu'il posa sur le bureau. Auréade se pencha pour les saisir et les observa. C'étaient des gros plans de dessins visiblement réalisés sur le mur de pierre très ancienne. Chacun d'eux représentait un animal extraordinaire. L'expression du professeur changea. Impressionnant. Ce sont des dessins typiques scythes, comme ceux qui tatouaient le corps de leurs défunts. C'est bien ce que je pensais. Je savais que cela vous intéresserait. Où ont été prises ces photos? C'est cela qui va vous étonner davantage. Lors de fouilles il y a 2 ans au Fort de Joux, près de la frontière suisse. Le Fort de Joux? Oui, j'ai quelque chose là-dessus. C'était les fouilles maudites, c'est ça? Exact. On y avait trouvé une sorte de tombeau avec des restes humains. Ces dessins proviennent de l'autel sur lequel reposait ce cadavre. Impressionnant, répéta Réad encore sous le choc. Il reprenait toutes les photos les unes après les autres, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Impressionnant, insista-t-il encore une fois. Vous comprenez peut-être mieux maintenant que je puisse solliciter votre aide. Bien sûr. Mais dites-moi davantage, quelle est votre théorie? Quand est-ce que l'on commence? C'est encore un peu tôt pour que je vous fasse part de ma théorie. En revanche, j'aimerais commencer les fouilles au début de l'été. Mais nous risquons de rencontrer un problème. Lequel? Vous savez pourquoi les recherches au Fort de Joux s'appelaient les fouilles maudites? J'ai dû lire quelque chose, mais je ne me rappelle plus précisément. Je crois qu'ils ont dû interrompre plusieurs fois. Nief eut un sourire. Il était en train de gagner son pari et de convaincre Auréade. Il ne restait plus qu'à signer le coup de grâce. C'est plus compliqué. Laissez-moi vous raconter un peu ce qui s'est passé il y a 2 ans dans la région. Le mois de juillet promettait d'être aussi chaud que l'hiver avait été froid. Dès la fin du printemps, les journées avaient été douces et agréables, ce qui n'était pas forcément courant dans la région. Les vacances d'été commençaient donc sous un soleil de plomb qui promettait des records d'affluence dans toutes les piscines du coin. C'était un mardi après-midi, le premier d'une longue série de jours de repos auxquels Damien aspirait depuis plusieurs semaines. Son père avait voulu qu'il travaille pendant ses congés, mais du haut de ses 16 ans, le jeune garçon avait opposé une fin de non-recevoir qui frôlait l'insolence et l'irrespect. Ces journées, il avait préféré les consacrer à des promenades en forêt, là où la fraîcheur gardait tous ses droits. Et, ce jour-là, c'étaient des bois situés au nord de la petite ville de Baume-les-Dames qui recevaient la visite de l'adolescent. Tout était calme. Tout au plus entendait-il le chant des oisillons qui, grisés par leur premier envol, semblaient crier leur joie au monde entier. Mais un autre bruit vint soudain à résonner. Quelqu'un approchait en sifflotant un air que Damien connaissait bien qu'il en ignorât le titre. Un vieux monsieur apparut bientôt au bout du chemin.
La peau bronzée de ses jambes contrastait avec son short blanc. Une casquette vissée sur sa tête dissimulait son crâne dégarni, et le sac à dos qui, paraissait pourtant lourd, ne semblait ni le ralentir ni entamer sa bonne humeur. Il croisa le jeune adolescent en lui lançant un joyeux bonjour et continua sa route sans se retourner. La main répondit avec un ton amusé et poursuivit également sa marche. 1 minute plus tard, un petit vent se leva accompagné d'un sifflement aigu et désagréable. Instinctivement, il porta la main à ses oreilles, tout en se questionnant sur l'origine du phénomène qui disparut aussitôt. Il y eut, juste après, un appel au secours, et instinctivement, Damien se précipita. Il découvrit en contrebas du chemin l'homme qu'il venait de croiser, la tête fracassée contre un gros rocher. Apparemment, il avait glissé et était tombé. Sur Pontarlier aussi, l'été était chaud et insupportable, tout juste entrecoupé par quelques après-midi d'orage qui avaient au moins le mérite de rafraîchir, même pour un court instant, l'atmosphère étouffante. Talois vivait seul dans un des 2 appartements d'une maison individuelle située à la sortie de la ville en direction du village de Vilsaint. Et depuis la fenêtre de son salon, il regardait, sans la voir, la route qui quittait la ville. Même si un troupeau d'éléphants était passé devant sa maison, il ne l'aurait pas remarqué, trop absorbé par ses pensées. Son regard était complètement vide et donnait l'impression de voir autre chose que ce qu'il y avait en vrai au bas de chez lui. Il passa machinalement sa main dans ses cheveux et ce geste anodin sembla le ramener à la réalité. Il laissa échapper un soupir court, mais significatif, et quitta la fenêtre pour aller se laisser tomber sur le canapé. Sur la table basse du salon, il y avait les carnets du commissaire Rosen. Claude Talois en prit un, toujours le même, depuis 3 semaines, et l'ouvrit sur la page centrale. L'écriture était bâclée et difficilement lisible, mais le lieutenant, en quelques mois, avait pris l'habitude de déchiffrer les pattes de mouche de son ancien supérieur. Il relut pour la 100e reprise le même texte, espérant encore une fois y trouver les détails qui lui avaient échappé jusque-là. Les 2 premières choses que la terre engendra furent l'eau, qu'elle laissa ruisseler sur elle comme pour la laver des restes de sa naissance douloureuse, et le rouac, qui est l'incarnation dans le corps d'un loup d'un esprit éternel qui jusque-là errait sans but dans l'espace. La première se fit l'allié de l'homme en s'offrant à lui pour lui permettre de vivre. La seconde s'en fit l'adversaire sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Certains content qu'il a été trahi par les humains, d'autres affirment qu'il est l'envoyé du diable. Pourtant, certains hommes ont su obtenir la confiance du vieux loup. À cela, Rouac a offert le plus grand secret. Il en a fait des romacs. Extrait 2. Les légendes russes, Rouac, le loup éternel. Talois tourna quelques pages sans véritable but. Il reprit sa lecture quelques feuillets plus loin. Il est le fils du ciel sous l'apparence du loup. Ses pouvoirs et sa sagesse sont immenses. Il est notre origine, notre avenir et notre conscience. Je suis son fils. C'est par lui que j'ai eu la force. C'est lui qui guide mes pas vers la victoire. Il est le Tengri. Je suis le Khan. Poème mongol écrit à la gloire de Gengis Khan, auteur inconnu. Encore une fois, Talois tourna quelques pages au plus grand des hasards. D'après les Scythes et les Grecs installés en Scythie, Touneur se change en loup 1 fois par an pour quelques jours, puis reprend sa forme primitive. Je n'en crois rien pour ma part, mais c'est bien là ce qu'ils affirment, et même sous la foi du serment. Extrait de l'Enquête, Hérodote, livre 4. Talois avait lu tous les carnets. Il savait tout ce que le commissaire avait pu réunir sur les meurtres qui s'étaient produits 2 ans auparavant. Les scènes de crime avaient été décrites avec profusion de détails. Un compte-rendu précis avait été fait des différentes démarches qu'il avait entreprises pour son enquête, et des tas d'hypothèses et de déductions rajoutées par la suite dans les marges ou en haut de la page avec une écriture tordue et indéchiffrable jalonnaient tous les carnets. Et puis, il y avait celui-ci, étrange, atypique, pas de scène de crime, pas de compte-rendu d'enquête, juste un ensemble d'extraits de vieilles légendes recopiés à droite et à gauche et réunis là sans qu'il ne semble vraiment avoir le moindre point commun. Talois sentait pourtant que ce dernier carnet était le plus important, que c'est entre les lignes que se profilait la solution. Il le relisait sans cesse, cherchait des comparaisons avec les autres, mais rien ne venait. Dans un geste de dépit, il le jeta sur la table basse, se leva en s'étirant. Tous les os de sa colonne vertébrale craquèrent. Il repensa à Rosen, aux conversations qu'il avait eues avec lui.
Bien qu'il ne voulût pas se l'avouer, il savait que son ancien supérieur avait trouvé une solution à son enquête dans une voie irrationnelle. Dans un des carnets apparaissait plusieurs fois le nom d'Amaldricus. Le commissaire en parlait au présent, et Talois avait eu toutes les peines du monde à découvrir qui était cet étrange personnage. C'était presque par hasard qu'il avait appris qu'il s'agissait d'un des premiers sires de Joux morts depuis plus de 1000 ans. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de penser à l'étrange adversaire qu'il avait affronté l'hiver précédent à 2 reprises dans la ferme des Marozènes. S'il avait cru aux fantômes, il aurait eu là un parfait coupable. Il refusa encore une fois cette idée, décidant de faire un break pour pouvoir mieux réfléchir. Il gagna la cuisine pour se préparer un café. Dans la lueur encore bleutée de ce début de matinée, Joux s'éveillait au rythme d'une activité habituelle. Le soleil était à peine visible sur l'horizon. Les villages alentours étaient encore pétris de silence. Et pourtant, au château, on se serait crié au moment le plus actif de la journée. Pas moins de 5 camionnettes arrivées avant même les premières lueurs stationnaient dans la cour d'honneur. Et une dizaine de personnes s'affairaient pour en sortir un imposant matériel. Ils travaillaient efficacement, dans le plus grand silence et dans le plus grand sérieux. Chacun semblait connaître sa tâche, et l'on échangeait juste quelques pardons. En milieu de matinée, lorsque Nief arriva, tout était en place. Il stoppa sa voiture devant l'entrée du fort, hésita un instant. Il n'avait reculé devant rien pour obtenir ses fouilles, mais les poids de son histoire familiale, le souvenir des meurtres passés, de ce qu'il avait dû, en vain, faire pour stopper le monstre, étaient, à ce moment précis, plus forts que sa rage de vaincre. Il prit une grande inspiration et entra dans les lieux. Un souffle glacial lui caressait la nuque, simple illusion ou avertissement sans frais. Il vint se garer à côté d'une camionnette. Un homme d'une trentaine d'années, grand, mince, les yeux en amande et le nez en citron, s'approcha de lui. David Nief descendit de sa voiture et lui tendit la main. Il s'appelait Loïc Pernu. C'était un jeune diplômé en histoire et David l'avait embauché pour superviser la mise en place du chantier. « Bonjour, monsieur Nief. Tout est prêt et nous pourrons commencer dès que vous le souhaiterez. » « Parfait. » Il laissa un silence, regarda autour de lui presque gêné. Parnu, qui ne connaissait de Nief que son côté volontaire et déterminé, sembla un peu désabusé. Il se pencha légèrement en avant pour capter son regard. « Vous voulez qu'on descende dans le puits ?» À ces mots, Nief sentit tous ses muscles se tendre. Il regarda sa montre, comme pour retarder encore un peu l'échéance. « Oui, » finit-il par répondre à court de faux fuyants. Il suivit Loïc Parny dans un détail de couloir, mais il aurait fort bien pu le précéder. Il se souvenait parfaitement de la configuration des lieux où pourtant il n'était pas venu depuis plus de 15 ans. Pour atteindre le puits, il leur fallut descendre un escalier en colimaçon vertigineux pour arriver finalement dans un long couloir taillé à même le roc, froid, humide et simplement éclairé par quelques ampoules. C'est au bout de ce dernier, dans une pièce plus grande, plus humide, plus froide mais aussi plus éclairée, qu'apparut le puits. Il régnait là une activité débordante, rien à voir avec les fouilles entreprises 2 ans auparavant, mais Nief n'y attacha pas la moindre attention. Son regard était fixé sur le puits, comme une proie regarde son prédateur juste avant de la fuir. « Cela ne va pas, monsieur Nief ?» demanda Parnu. « Si, très bien, » répondit Nief avec le ton de celui qui sort d'un mauvais rêve. L'autre ne sembla pas convaincu. Il trouvait son patron décidément très bizarre depuis qu'il était arrivé. Une voix grave vint les interrompre. « Monsieur Nief !» L'homme qui s'avança était petit, les cheveux ras, et portait un uniforme militaire dont on pouvait légitimement se demander les raisons de la présence ici. « Lieutenant Bruno !» laissa échapper Nief dans un soupir à mi-chemin entre la surprise simulée et l'exaspération la plus profonde. « J'ai décidément beaucoup de mal à me passer de vous en ce moment. » Le militaire s'approcha des 2 hommes, il tendit une main d'abord à Nief, puis à Parnu. Ce dernier sentit dans le regard du nouveau venu qu'il était temps pour lui de tirer sa révérence. Il prétexta une tâche importante à faire et s'éloigna en interpellant quelqu'un qui passait par là. « J'aimerais savoir ce que vous venez foutre ici !» s'exclama Nief en tentant toutefois de rester discret. « Allons, un peu de calme. N'oubliez pas que si vous êtes là, c'est un peu grâce à moi. » Bruno regarda tout autour de lui d'un air plus que satisfait. « Je ne suis pas venu vous chercher, je ne vous ai rien demandé. » Le militaire se mit en face de son interlocuteur et lui lança un regard froid qui l'appuya de quelques secondes de silence. « C'est vrai, mais vous n'aviez pas bien le choix. Reconnaissons que vous avez été étrangement mêlé à ce qui s'est passé ici il y a 3 ans. » Le visage de David Nief se crispa. «
Allons, allons, calmez-vous. Il n'y a pour ainsi dire que vous et moi qui sommes au courant, et cela demeurera ainsi si vous faites ce que nous avons convenu. Ce que vous m'imposez! Nief avait perdu tout contrôle et s'était mis à hurler. Plusieurs présentes se retournèrent avec étonnement, et il y eut un grand froid et un grand silence. Le lieutenant Bruno prit Nief par le bras et l'attira un peu à l'écart. « Que tout cela démarre mal, » murmura le militaire. « Écoutez, Nief, quand il y a 3 ans j'ai négocié avec le commissaire Rosen la remise du cahier qui m'a mis sur votre piste, je ne croyais pas une seconde à toutes ces histoires. Et aujourd'hui, cela n'a pas changé. Mais voilà, je suis en charge du dossier Joux et j'ai pour mission d'effacer tout ce qui pourrait compromettre l'armée. C'est mon job, je suis payé pour ça. » Au fur et à mesure, le lieutenant Bruno s'était fait plus menaçant. Il s'était approché tout près de Nief et avant de finir sa phrase, il le saisit au col. « Et quand je ne parviens pas à faire mon job, cela me met dans des états seconds dont vous pourriez bien être victime. On est d'accord ?» Nief ne répondit pas. Il acquiesça simplement. Cela fut suffisant pour calmer Bruno, qui relâcha prise. « De toute façon, reprit ce dernier, je vais rester au château avec vous, et j'ai réservé une chambre dans le même hôtel. Nous allons avoir l'occasion de faire plus ample connaissance. » À suivre.